Bonjour à tous. Aujourd'hui, un format que je sais vous appréciez, un entretien avec deux personnalités, Pierre-Yves Rougeron, président du Cercle Aristote, et Charles-Henri Gallois, le président de Génération Frexit, avec lequel d'ailleurs nous sommes en alliance aux législatives avec Debout la France, les Patriotes, vous savez, dans le cadre de l'Union pour la France. On a eu une discussion, on va dire, à bâton rompu sur l'avenir du patriotisme, l'avenir du souverainisme. Ça nous a amené à parler de l'actualité aussi, les discours de Macron sur l'avenir de l'Europe, la NUP, par exemple, les autres forces politiques, et évidemment surtout le sujet de fond, l'avenir de la France, l'avenir de notre liberté, notre souveraineté de peuple, l'avenir de l'Union européenne, de cet européisme, ce mondialisme. Vous me direz bref ce que vous en pensez en commentaire, je pense que c'était passionnant. Et surtout, on a essayé de tracer des perspectives extrêmement concrètes. Je vous rappelle également, sous la vidéo en description, il y a un lien vers une pétition nationale pour exiger un référendum sur les projets fous de Macron en matière d'Europe. Soit ces projets fous sont sauts fédéral, soit le Frexit. Il faut exiger ce référendum, vous pouvez la signer, la relayer, la partager. Elle est en lien sous la vidéo en description, cette pétition. Continuez évidemment de vous abonner à cette chaîne YouTube. Un clic, une seconde, c'est gratuit, vous le savez. Je remercie les personnes qui regardent très régulièrement ces vidéos. Et parmi celles-là qui ne sont pas encore abonnées, vous pouvez aider un peu plus en prenant cette seconde pour vous abonner et faire exploser la diffusion de ces vidéos un peu partout sur YouTube. Par ailleurs, venez vous battre. Si vous êtes vous aussi amoureux de votre pays, de sa liberté, de son indépendance, de sa souveraineté, si vous êtes un militant du Frexit, si vous reconnaissez dans les belles valeurs que nous portons pour nous-mêmes et les générations qui viennent, venez aux Patriotes. N'attendez plus. Il faut être ensemble, pas seul, pas isolé. Ensemble, c'est comme ça qu'on y arrive. Le lien pour adhérer ou reprendre votre adhésion annuelle, c'est le même lien. Il est sous la vidéo en description, il est également en lien en premier commentaire épinglé et en toute fin d'entretien, il sera également en cliquant directement sur l'écran en lien. Voilà, c'est tout simple. Faites-le maintenant ou pensez-y dans quelques minutes à la fin de cet entretien. Sous la vidéo en description, un autre lien très important pour faire un don de soutien en patriote. Un don de soutien alors que nous n'avons pas un centime de financement public. Ce lien est sous la vidéo en description. Ce don permet de financer tout ce qu'on va faire. Vous savez, reprise des manifs le samedi 21 mai après-midi à Paris, retenez la date. Mais aussi les législatives, ces centaines de candidatures qui coûtent si cher. Vous pouvez aider selon vos capacités. Les dons, les adhésions, les réadhésions sont défiscalisés aux 2/3 pour vous. Pensez-y bien. Donc bravo aux donateurs, aux réadhérents. Bienvenue aux nouveaux résistants patriotes. Bon entretien. Vive la France. Bonjour à tous. Aujourd'hui, un nouvel entretien. Je sais que vous êtes friands de ce genre de format et je suis très heureux d'avoir deux invités de grande qualité pour une discussion comme ça, à bâton rompu, sur le souverainisme, le camp patriote, on va dire au sens large, l'avenir de notre famille politique, l'avenir des idées souverainistes. Alors avec moi, Pierre-Yves Rougeron, président du Cercle Aristote, qu'on a déjà eu le bonheur de recevoir il n'y a pas si longtemps que ça, c'était sur la Russie. Et Charles-Henri Gallois, président fondateur de Génération Frexit, qui d'ailleurs fait partie de l'Alliance Union pour la France avec Debout la France et les Patriotes, dans le cadre de ces élections législatives. Écoutez, messieurs, bonsoir. Bonjour. Bonsoir. Et on va commencer, parce que je crois qu'on a pas mal de choses à se dire, notamment la principale idée, le fil directeur va quand même être assez simple, c'est comment faire pour qu'un jour nos idées arrivent au pouvoir, et si possible, le plus rapidement possible quand même. Mais on va commencer par un point d'actualité, ce 9 mai, donc journée de l'Europe, à Strasbourg au Parlement européen, Emmanuel Macron, dans la foulée d'Ursula von der Leyen, qui venait de tenir discours, a annoncé qu'il souhaitait réviser les traités européens pour donner plus de compétences à l'Europe sur la santé et la défense notamment, et surtout pour mettre fin à la règle d'unanimité dans un certain nombre de domaines où elle existe encore, au bénéfice de la règle de majorité qualifiée. Alors ça paraît un peu technique, mais ça ne l'est pas du tout, c'est très politique. Ça veut dire concrètement que les États perdent leur droit de veto sur ces sujets-là, au bénéfice de la majorité qualifiée, et donc ils sont dépecés encore un peu plus de leur souveraineté nationale. Je voudrais commencer par ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est une déclaration comme ça? Est-ce que ça va vraiment se faire? Est-ce que vous êtes inquiet? Charles-Henri, peut-être? Alors, déjà, ce qu'on peut dire, c'est que ça montre un horizon, à défaut que ça se fasse, parce que vous avez déjà vu, il y a 13 pays, Suède, Danemark, Finlande, Roumanie, Pologne, qui ont dit non. Pays-Bas, qui ont déjà dit écoutez, on ne va pas ouvrir la boîte de Pandore de la révision des traités, parce que vous savez, pour enlever cette règle de l'unanimité, il faut aussi l'unanimité. Ils savent très bien que s'il peut y avoir des accords par-ci par-là, à la marge,
sur quelques sujets. Globalement, il y a des points de blocage, il y a des désaccords entre les différents pays, notamment les pays de l'Est et les pays de l'Ouest. Mais ça montre une orientation qui est très dangereuse et qui me paraît antidémocratique. Tous les sondages montrent au contraire, le dernier que j'avais trouvé, c'était de mars 2022 de l'IFOP, que 59% des Français, si on exclut les indécis, veulent au contraire plus de souveraineté nationale et pas plus de souveraineté européenne, qui est en plus un concept assez vague. Les gens ne savent pas bien ce que ça veut dire, on peut y mettre finalement ce qu'on veut. Et donc, quand on regarde ce sondage et quand on regarde ce que fait Macron le lendemain de son élection, on peut dire que c'est quelqu'un qui agit comme un dictateur, puisqu'il agit délibérément contre le sentiment et contre le souhait de... Mais lui dit ma réélection est un référendum sur l'Europe. C'est ça son escroquerie. C'est ce qu'il dit. Et c'est ça qui était dangereux, parce que il l'a dit dans l'entre-deux tours. Et moi, je ne savais pas tomber dans Et il l'a redit là à Strasbourg. Je savais très bien, en fait, il a joué là-dessus, alors que non, mais s'il veut vraiment un vrai référendum, qu'il le fasse. Il fait un référendum sur l'appartenance à l'Union Européenne. Là, on va vraiment débattre sur ce sujet exclusivement. On va voir ce que ça va donner. Parce que le deuxième tour, je suis désolé, c'était pas un référendum sur l'Union Européenne. C'était une sorte de propagande anti-Marine Le Pen et pro-Emmanuel Macron de la part des médias. Il n'y a pas eu de sujet, il n'y a pas eu de débat sur l'Union Européenne. D'ailleurs, même Marine Le Pen elle-même il n'y a pas eu de débat tout n'a court. pas parlé de l'Union Européenne. Donc voilà. Et donc je pense que, en tout cas, ça montre la stratégie et la volonté d'aller vers un fédéralisme effréné. Et c'est très dangereux, notamment sur les sujets évoqués. Que ce soit la défense, normalement c'est le sacro-saint de la souveraineté, on sait très bien ce que ça veut dire. Siège au Conseil de sécurité de l'ONU, dissuasion nucléaire, et j'en passe. Sur la santé, sur la répartition des migrants, ça a été dit, sur les règles budgétaires, déjà qu'on a quand même plus grand-chose de ce point de vue-là. Donc ça me paraît très dangereux, et il faut, et quelque part, toute cette journée du 9 mai, dite journée de l'Europe, c'est une sorte de mascarade. Déjà, même le terme de dire journée de l'Europe, je pense qu'il y a une grande bataille sémantique que les souverainistes doivent mener, qui n'a pas été faite depuis des années. Il faut arrêter en fait de dire Europe quand on parle d'Union Européenne. C'est pas la journée de l'Europe, c'est la journée de l'Union Européenne. L'Union Européenne n'est pas l'Europe, l'Europe existait avant l'Union Européenne, existera après. Et c'est la même chose en fait quand on vous dit vous êtes pro ou vous dites pro-européen. Il faut arrêter d'utiliser pro-européen, ce sont des européistes. Point barre. C'est pas Europe, c'est Union Européenne, c'est pas pro-européen, c'est européiste, et je pense qu'il faut qu'on soit intransigeant aussi sur les mots, parce que c'est une sorte de captation d'héritage qu'ils ont fait sur le terme d'Europe, qui est un continent au mieux une civilisation, mais ça n'a rien à voir avec l'Union Européenne, qui n'est rien d'autre qu'une organisation politique, qui est tellement efficace, soit dit en passant, qu'elle est limitée nulle part. Emmanuel Macron dit regardez, c'est formidable, on est les seuls à le faire. Ben, on est les seuls à le faire parce que ça ne marche pas. C'est vrai. Et c'est pour ça, en fait, il ne devrait pas se vanter que ça ne soit pas existé. Au point que des organisations internationales bien organisées, je pense à l'OTAS particulièrement, la règle implicite de l'OTAS. Alors l'OTAS, c'est Asie du Sud-Est. Asie du Sud-Est. Et là, il y a du lourd à table. Tu as les États-Unis, tu as la Chine, etc. C'est-à-dire des gens qui ne sont pas nécessairement faciles à faire négocier ensemble et qui ont les moyens de faire respecter leurs intérêts et qui arrivent néanmoins à négocier dans une enceinte multilatérale. La règle non dite, c'est tout sauf le schéma européen. Tout sauf le schéma européen. Les discussions en Amérique latine sur la grande union de la Terre de Feu, etc., même topo, la seule qui a voulu faire le schéma européen et qui en est quasiment, enfin, qui est en mort cérébrale à cause de ça, c'est l'Union africaine. Donc, non, c'est le modèle européen est le modèle à fuir internationalement, et d'ailleurs, les étrangers commencent à le verbaliser de plus en plus, particulièrement avec ce qui se passe depuis quelques mois. Mais d'ailleurs, ce modèle européen, quand même, immédiatement après, je n'ai pas souvenir de ça récemment, immédiatement après le discours de Macron et de la présidente de la Commission européenne, je crois dans les heures qui ont suivi, ces 13 États dont tu parlais ont publié une lettre pour dire, d'ailleurs j'ai pas vu la Hongrie, je crois qu'en fait il y en aura 14 parce que j'imagine que la Hongrie n'est pas hyper d'accord, mais la Hongrie est occupée en ce moment sur l'embargo pétrolier, je crois qu'ils avaient le droit hier à la visite de Ursula von der Leyen là-dessus, pour dire nous on n'est pas d'accord. J'ai vu aussi ces pays, 3 rejoints par 4 ensuite, dire nous on ne veut pas d'embargo sur le pétrole russe. J'ai vu la Lituanie ce soir, je pense qu'elle n'est pas toute seule, mais qui a dit nous on ne veut pas non plus, j'en ai pas parlé, mais de la communauté politique européenne. Oui, ce qu'a proposé Macron. Ce qu'a proposé Macron, l'espèce de truc autour de l'Union européenne pour accueillir des pays dans un sas intermédiaire comme par exemple l'Ukraine, etc. Ils nous refont quand même du partenariat oriental et des trucs qui nous ont amenés à la catastrophe d'aujourd'hui. Mais on a quand même le sentiment que ça passe plus comme une lettre à la poste du tout. Mais en fait, ils ont fait, quand je parlais de mascarade, ils ont fait le même sketch qu'avait fait Macron lors du grand débat ou de la Convention citoyenne, parce qu'ils l'ont amené
en voulant dire que c'est un truc démocratique, que ce soit un souhait des citoyens. Mais j'ai regardé un peu ce qu'il y avait. À la conférence sur l'avenir de l'Europe, c'est un truc qui a été lancé il y a 1 an. Et en fait, quand on regarde dans le détail, c'est 800 participants. Et ça finit par 100 participants qui sont vraiment allés en physique au truc. Donc c'est 100 personnes, évidemment certainement sélectionnées, triées sur le volet, comme les trucs de Macron, en fait, de grands débats de transition citoyenne. Et on vous dit, voilà le souhait des citoyens européens. Mais c'est une immense arnaque, en fait. C'est un truc qui n'a aucune valeur démocratique, c'est un exercice de communication. On croirait que c'est Macron qui l'a organisé, parce que c'est les ficelles. C'est même pas original. Il y a sûrement McKinsey derrière tout ça, puisque pour le grand débat, il y avait McKinsey. On l'a su plus tard. C'est même pas original. Ursula von der Leyen, ils ont aussi des liens assez proches. Ah bah Ursula et McKinsey se connaissent très bien. C'est même pas original. En réalité, Macron, ça a toujours été c'était la survivance du vieux monde avec de jeunes habits. Et là, aujourd'hui, c'est lui qui vieillit, tout le théâtre derrière est en décrépitude, et donc Macron fait du Macron, donc il est de plus en plus en roue libre, mais sur le même axe. Il rajoute de l'Europe, c'est incantatoire, tu le disais très bien. Il y a 13 États qui ont réagi immédiatement, ce qui veut dire au passage que les mesures avaient filtré, que les négociations étaient prêtes, que les 13 États se sont appelés, que les lettres étaient prêtes. Que les lettres étaient prêtes, c'est-à-dire on vous attend au tournant, on sait ce que le petit va faire, de toute façon il sait faire que ça, hein, c'est une éolienne, il brasse du vent, mais cette fois-ci ça va s'arrêter parce qu'il brasse du vent avec l'argent des autres. Donc le problème, c'est que Macron essaye de ranimer quasiment de manière chamanique, c'est-à-dire il est halluciné, il parle d'Europe, c'est d'ailleurs le seul sujet où il fait mine d'avoir une conviction, quoi, alors que tout est faux dans le personnage. Tout est faux. Mais c'est le seul sujet qui les moustille un peu, et le problème, c'est qu'il incante, si tu veux, il fait des incantations sur un corps mort, qu'il veut ranimer, qu'il ne se ranimera pas, tout simplement parce que c'est une idée pour laquelle, depuis des années, et au moins depuis la crise grecque, plus personne n'est prêt à se battre, plus personne n'est prêt à mourir. La seule chose qu'on fait pour maintenir l'Union européenne, c'est de tuer économiquement et de tuer physiquement des gens. Parce que c'est ce qui se passe à l'Est, avec la folie européiste de confrontation avec une puissance nucléaire, avec la peau des autres, hein, parce que le piou-piou de l'armée les États-Unis qui poussent... Et avec les Américains. L'Union européenne fait le sale boulot, quoi. Mais l'Union européenne et les Américains, bon, c'est la même chose. Si tu veux, t'as la succursale et t'as l'entreprise principale. Or, l'idée européenne est devenue une idée folle, et surtout une idée meurtrière. Il faut se rappeler ce qui a été fait en Grèce, parce que tout le monde a oublié. Or, le problème, c'est qu'il veut ranimer une idée qui est morte, avec des groupes sociaux en plus vieillissants, parce que quand on voit, et ça c'est unanime, les classes qui croient à l'Union européenne dans la totalité des États de l'Ouest, et dans une partie des un peu différent en Europe de l'Est, mais dans les parties des États de l'Ouest, c'est les classes âgées. Donc, en réalité, Macron fait vivre un théâtre d'ombre, il espère liquider des parts de souveraineté, mais le pire, c'est que lui veut vendre la souveraineté de la France, c'est avant tout ça qui l'intéresse. Mais l'Union européenne n'est même pas un corps suffisamment en vie pour recevoir plus de délégations de souveraineté, vu ce qu'elle fait avec ce qu'elle a déjà. Mais une partie des autres États qui, eux, conservent le peu de flamme de souveraineté qu'il leur reste, commencent à dire « non, ça va. Le couple franco-allemand, ça va. La délégation française de pouvoir germanique, ça va. Tout ça, ça doit s'arrêter. » C'est les pays de l'Est, il ne faut pas oublier que c'est des pays qui ont vécu sous le joug soviétique. Donc ils savent ce que c'est que la perte de souveraineté, et en fait ils ont rejoint, sans oublier de le dire à chaque fois, soi-disant pour les belles valeurs de l'Union européenne. En réalité ils sont venus essentiellement pour les fonds de l'Union européenne. Pour l'argent, ouais, c'est 12 milliards d'euros net par an qu'ils reçoivent, nous on en verse 13. Et donc ils sont venus pour l'argent, mais sauf qu'ils ne veulent pas non plus être dépecés de leur souveraineté, donc c'est le conflit auquel on assiste à l'heure actuelle. Mais du fait de ces transferts budgétaires, il est peu probable que ce soit un de ces pays qui fasse le premier pas pour sortir, même s'ils vont faire acte de blocage, certainement pour tout ce qui est saut fédéraliste. C'est totalement, je crois, la dynamique en cours. Ça, c'est au niveau de l'Union européenne et chez nous, en France. Parce que tout ça, c'est bien joli, je suis d'accord, je partage l'idée que l'Union européenne est plutôt mal en point, qu'il y a des choses qui nous laissent espérer que l'engrenage ne prenne pas, mais il faut bien, ça c'est négatif, c'est-à-dire qu'on est heureux que ça se passe mal, mais il faut bien proposer un projet enthousiasmant, un projet d'avenir à nos compatriotes pour qu'ils y aillent, ils aient envie d'y aller. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Et j'ai envie de dire, ceux qui portent naturellement ce projet-là sont ceux qui ont compris le problème, et ceux qui ont compris ce qu'il fallait faire, c'est-à-dire ce que j'appelle les souverainistes.
C'est-à-dire tout simplement, c'est un terme qui peut paraître un peu abscon, enfin ça veut simplement dire ceux qui sont attachés à l'indépendance de leur pays, à la liberté de leur pays, à ce que leur pays puisse conduire une politique, tout simplement. Reprendre le contrôle, pour reprendre la formule de Génération Frexit, c'est ça, c'est reprendre le contrôle, hein. C'est-à-dire avoir les instruments, les outils politiques pour pouvoir mener des politiques tout simplement dans tous les domaines et reproposer un cap enthousiasmant à la jeunesse de France, à notre pays. Bon. Les souverainistes aujourd'hui, ils en sont où? Parce que d'abord, moi je constate quand même qu'il y a beaucoup de forces qui se disent patriotiques, on va se parler clairement, elles sont gênées par le souverainisme. Tout à fait. C'est-à-dire certaines ne veulent parler que de la question sociale, d'autres ne veulent parler que de la question identitaire. Les deux auraient normalement besoin de la souveraineté pour mener leur projet, et les deux mettent la souveraineté de côté parce qu'elles estiment que la question européenne est trop clivante ou trop compliquée. Pour certains, parler d'euro, c'est extrêmement compliqué, ils ne veulent pas en entendre parler parce qu'ils ne comprennent rien. Oui, tout à fait. Et donc, on se retrouve dans une situation où il y a, il me semble, dans le paysage politique hérité de l'élection présidentielle du premier tour, des forces, on va dire, anti-système qui n'ont jamais été aussi élevées. On n'a jamais vu un poids des forces anti-système aussi important. Mais, paradoxalement, un discours souverainiste qui est peu assumé, voire moins qu'il y a quelques années. On pense au RN, on pense à la France Insoumise aussi. Hein. Tout à fait. Et Éric Zemmour qui n'a pas du tout développé ce côté souverainiste dans sa campagne, au contraire. Donc, où en est le souverainisme? Est-ce que ça veut dire, pour être clair, que ces partis-là ont raison tactiquement de mettre la souveraineté de côté? Ou est-ce que ça veut dire, est-ce que c'est de votre point de vue, est-ce que c'est un choix tactique? En fait, ils sont souverainistes, mais ils ne le disent pas parce qu'ils se disent on va arriver au pouvoir comme ça et ensuite on deviendra souverainiste. Ou est-ce que ça veut dire qu'ils ont renoncé au souverainisme? Il y a plusieurs dimensions là-dedans et je pense qu'il y a plusieurs incohérences parce que ces partis-là qui ont peur de parler de l'Union européenne, que ce soit France Insoumise, que ce soit RN ou Reconquête, ils avaient beaucoup moins peur de parler de l'OTAN. Or, justement, quand on regarde notamment avec le conflit ukrainien, la sortie de l'OTAN fait limite plus peur maintenant que la sortie de l'Union européenne. C'est dire qu'en fait, il y a un sujet qu'il ne faudrait pas toucher parce qu'attention, électoralement, ça peut faire peur, mais mais on remarquera qu'ils vont donc beaucoup moins loin aussi maintenant sur l'OTAN. Exactement. Il y a une stratégie permanente d'adaptation au sondage. Le commandement militaire intégré. Alors, il y a les dimensions à court terme. Sur l'élection présidentielle, quand on regarde les sondages, moi je pense que c'est un manque de courage, mais on aurait pu comprendre, à défaut de dire de sortir, de dire écoutez, moi je veux reprendre des pans entiers de notre souveraineté, parce que ça, tous les sondages montrent que c'est écrasant, 59%, il y en a d'autres, c'est 60, 64. On veut reprendre en main ces 200. Pourquoi pas, d'ailleurs, d'un point de vue tactique, de dire on va aller renégocier au niveau de l'Union européenne, ça aura des vertus pédagogiques, parce que ça ne marchera pas. Et de dire derrière, on se donne les moyens de sortir, d'avoir une porte de sortie, à savoir faire un référendum sur l'appartenance à l'Union européenne. En plus, les Français, ça tombe bien, sont pour à 63%. Mais sauf que même ça, ils ne l'ont pas fait. Ils ont proposé un truc qui me paraît complètement inapplicable et même maladroit tactiquement. Ces gens qui se disent brillants tactiquement, en disant non, les gens ont peur, il ne faut pas en parler. Pourquoi c'est inapplicable? Parce que vous savez très bien, désobéissance, supériorité du droit national sur le droit de l'UE. Dans tous les cas, vous n'êtes pas seul à décider. Derrière, il y a des juges, notamment les juges nationaux, on connaît leur opinion, et à chaque fois, en fait, ça va être retoqué et ça ne marchera pas. Donc cette option-là, il ne faut pas mentir aux Français, elle est inapplicable. En plus, c'est à l'option, c'est important. L'option désobéissance, parce qu'il y a plein de monde qui croit à ça. Elle n'est pas applicable. Oui, il parle des fois d'opt-out, vous savez, parce que l'opt-out, c'est ce que fait le Danemark, le Royaume-Uni. Ça, c'est des dérogations négociées. C'est des dérogations antérieures. Oui, bien sûr. Antérieures. C'est jamais arrivé. Et c'est au moment de Maastricht, quand on leur a fait revoter. Après, il faudrait l'unanimité que personne ne nous accordera et qui permettrait à des pays de nous raqueter. Enfin, mais c'est-à-dire que... En changeant la Constitution nationale, en fait, il y a des incohérences dans la Constitution. C'est-à-dire que vous dites, oui, je vais mettre la supériorité du droit national sur le droit de l'Union européenne. Sauf que dans notre Constitution, il y a l'appartenance à l'Union européenne. Oui, article 88.5, c'est ça. Depuis le traité de Maastricht. Pardon, 88 et quelque chose. Mais du coup, on vérifiera. Ça veut dire quand il y a incohérence, vous en remettez au juge national, qui lui va à chaque fois trancher au niveau et pour l'Union européenne. Donc ouais, ce n'est pas applicable. Et tactiquement, c'est hyper maladroit, et on a commencé à le voir dans l'entre-deux tours, et maintenant c'est assez amusant parce que ça touche la France insoumise. C'est que fondamentalement, l'Union européenne, c'est quoi si ce n'est du droit et des traités? Et donc si vous avez la supériorité du droit national sur le droit communautaire, ou si vous désobéissez, vous faites une Europe à la carte selon ce que vous voulez, il n'y a plus d'Union européenne. Donc c'est
qu'on peut appeler un Frexit juridique. Et donc Marine Le Pen, elle s'est surtout pris dans la tête la Russie, il faut le reconnaître, parce que c'était moins le sujet du moment, l'Union européenne. Mais là, la France insoumise, vous voyez tous les médias, vous voyez Clément Beaune qui vous explique, c'est un Frexit rouge ce qu'ils proposent. Et donc en fait, ils se font taxer du Frexit, cela même dont ils ne veulent pas. Donc même tactiquement, ce serait plus habile de dire, écoutez, moi je vais renégocier, je vais faire un référendum, et ça c'est inattaquable, parce qu'à moins de les taxer de démocrates, je ne vois pas trop ce qu'on peut dire. Donc, ce qu'ils seraient capables de faire quand même. Hein. Voilà, oui. mais en fait... Plus rien les arrêtera. Non, mais rien les aidera, mais ça se... Je suis d'accord. Je pense qu'ils n'ont pas été habiles tactiquement, et ça, c'est du très court terme. On peut le comprendre sur l'élection présidentielle, mais je pense qu'à long terme, c'est une erreur fondamentale, et à long terme, il faut défendre le Frexit, il faut expliquer les Frexit, et si ces partis-là, Rassemblement National, France Insoumise, et même derrière moi, Éric Zemmour, s'ils avaient eu cet aspect pédagogique là, pendant les 5 ans avant la présidentielle, il n'est pas exclu que le Frexit aurait été majoritaire. Donc je partage. Moi, quand j'ai quitté le Front en 2017, c'est exactement ce que j'ai dit en interne. J'ai dit, ce qu'on m'a dit, c'est minoritaire dans les sondages, donc on peut pas le défendre. Mais j'ai dit, mais si personne ne le défend, ça sera toujours minoritaire. Si c'est le serpent qui se mord la queue. S'il y avait eu un travail de pédagogie depuis 5 ans de la part des Zemmouristes, du RN, des Mélenchonistes, etc., pour le Frexit, probablement qu'aujourd'hui dans les sondages, le Frexit serait majoritaire. Qu'est-ce que tu en penses Premièrement, c'est une question tactique hyper importante parce qu'il y a beaucoup de personnes, y compris qui nous regardent, qui se disent c'est peut-être plus malin pour arriver au pouvoir de ne pas le dire. Remarquons que ça n'est jamais arrivé dans aucun autre pays. Oui. Vous n'avez jamais une force politique qui est arrivée, qui a fait un exit par surprise. Salvini, Tsipras, elles ont toujours trahi en fait. Il n'était pas pro-Brexit, mais il avait le référendum. Il y avait le référendum. Une porte de sortie et on n'a jamais d'exemple, ça n'existe pas en fait, de faire un exit par surprise, une sortie par surprise. Mais surtout, alors premièrement, ça nous renvoie aux inconséquences de l'ensemble du camp national. Alors, je ne veux pas parler pour ma paroisse, mais quand je vois le mépris que la formation des militants, que l'éducation populaire ont dans nos milieux, je ne suis pas surpris. Et résultat, alors là, il y a particulièrement le Rassemblement national qui est devenu une usine à mettre des candidats plus idiots les uns que les autres. D'ailleurs, il y en a une qui a défrayé la chronique parce que ils ne forment pas les gens, ils ne veulent pas avoir des gens formés parce qu'ils ont un turnover d'élus, c'est-à-dire qu'un tiers des élus en moyenne est viré entre chaque mandature. Ça, c'est du refus de prendre en compte la problématique de terrain, c'est du refus d'avoir un appareil réel. Ça, c'est le cas du Front. Le cas Zemmour, il y a les mêmes problèmes, plus l'idéologisation européiste d'une partie des cadres. Or, ils n'ont pas voulu expliquer la complexité, ils n'ont pas les cadres pour le faire, alors que d'un certain côté, c'est pour ça, tu le disais, ils veulent plus avoir affaire au souverainisme, ni aux souverainistes. Pour une raison, c'est que quand on connaît aussi la formation des cadres, on se rend compte que l'écart de cadres fait que certains veulent garder une logique strictement boutiquière. Or, ce qui leur permet de raconter des choses qu'ils savent fausses, le juge de droit commun du droit européen, c'est le juge national de premier degré. Or, tout le monde sait la loyauté que le corps des magistrats porte aux intérêts nationaux. En France, c'est ratiboisé, tout de suite. L'option le juge patriote qui s'oppose au droit européen, là, faut arrêter. Là, après la bourgeoisie patriote, le juge patriote, tout le monde y... Enfin, si tu veux, à un moment, il faut arrêter de chasser les classes fantômes et les patriotes fantômes. Or... Ça, c'est ce que tu appelles... parce que je regarde tes vidéos. Hein, c'est ce que c'est Ghostbusters. C'est la droite Ghostbusters. Tu vois, donc... droite ou gauche, hein. La droite ou gauche, c'est les mêmes. Or, nous avons un problème, tout simplement... de création d'appareils permanents qui servent de pôle pour émettre des idées et pour former les gens et leur donner un bain culturel où le Frexit ne pose pas de problème, je vais donner des choses très simples. Personne ne parle de la situation réelle de la Grande-Bretagne. C'est-à-dire personne ne prend les médias français à contre-pied. Résultat, quand on parle d'opposition interne à l'Europe, on parle de qui? On parle du modèle hongrois dont tout le monde sait qu'il est bouffé au mythe, on parle du modèle polonais bouffé au mythe, ou, pire encore, on a parlé de Salvini, etc. C'est-à-dire que des mecs qui ont trahi. Ou Kurz. Oui. Là, c'était fabuleux. C'était fabuleux. C'est-à-dire, le mec qui est... Si Dieu, qui était considéré comme le très bon élève de Bruxelles. Le très bon élève de Bruxelles. Ensuite, et le jour, toute la droite s'est pâmée de la nomination de ce type, alors qu'il a marqué autant traître sur lui que sur Robert Ménard, et que c'était évident que ça se terminerait comme ça.
Et ça s'est terminé comme ça. Et je rappelle quand même que Salvini est au gouvernement de Mario Draghi aussi. Ça, Là, fabuleux. Enfin, lui-même n'y est pas, non. Ils ont 3 son, ministres. son parti est. Or, le souci, c'est que personne ne veut prendre ce... Parce que nous ne voulons pas avoir d'appareil permanent pour des raisons de gestion de boutique, donc nous ne voulons pas avoir des pôles permanents pour justement faire ce travail anti-médiatique d'éducation populaire qui n'est pas facile à faire. C'est ingrat à faire, d'accord. Mais c'est comme ça que les grands partis gaullistes et communistes sont implantés, c'est comme ça qu'un parti d'opposition s'implante réellement, mais surtout, c'est plus facile en France qu'ailleurs parce que la défiance vis-à-vis des médias traditionnels en France est devenue proverbiale. Oui, on n'en profite même pas. Pourquoi ? Parce qu'on veut se coucher. On veut se coucher. C'est aussi simple que ça. Entre ceux qui disent on arrivera au pouvoir, qui n'arriveront jamais au pouvoir, ils gèrent la boutique, ça va être 2022 puis 2027, ça c'est le cas du Front, et le cas Zemmour qui était avant tout, je pense, un syndicat d'intérêt antimariniste qui, comme ça a échoué, je ne sais pas ce qu'ils vont faire maintenant, mais ils ont mis tous les sujets centraux sous le boisseau pour se concentrer sur un seul sujet, et résultat, moi quand quelqu'un me dit le Frexit fait peur, je lui ai dit oui, toi tu veux faire passer la remigration, c'est-à-dire d'attraper les gens dans la rue pour les mettre dans des avions. Je te le dis tout de suite, le terme remigration ne fait pas peur parce que personne n'a jamais expliqué ce que c'était. À la minute où vous allez l'expliquer, nous on peut expliquer le Frexit. La remigration de force, le jour où vous allez l'expliquer, vous allez voir tout de suite que c'est les bons Français qui vont vous arrêter. Oui, mais c'est certain. Ça c'est sec et net. Et surtout, la remigration au droit européen, avec l'interdiction du non-refoulement et des expulsions collectives, vous allez partir avec sous le bras. Oui, c'est complètement inapplicable dans le cadre de l'Union européenne. De toute façon. Déjà, on ne peut même pas les expulser, mais déjà avec le droit de l'Union européenne, on ne peut même pas les empêcher d'entrer. Même très loin de la remigration, on ne peut de toute façon même pas contrôler le début de sa politique d'immigration, l'asile, le regroupement familial, tout ça, dans le cadre du droit européen, plus la CEDH. C'est vrai, peut-être, enfin, on devrait aussi en parler normalement, mais et de l'autre côté, du point de vue des lois sociales, je ne sais pas très bien comment la NUP ferait sa politique sociale et de nationalisation, etc., avec lesquelles on peut avoir des points d'accord. Hein. Bien, évidemment. Comme on peut avoir des points d'accord avec une politique très stricte en matière migratoire, dans le cadre des traités européens et de l'euro. Qui est une espèce de super structure, parce qu'on dit la désobéissance n'est pas possible parce qu'il y a les juges. Premièrement, effectivement, on crée un chaos d'état de droit, un chaos juridique permanent. Rien que ça rend impossible la désobéissance. Mais en plus, moi je dis quand même toujours aux gens qui nous écoutent, n'oubliez pas qu'ils ont une arme nucléaire dans les mains qui s'appelle l'euro. Ils nous étoufferont avec. Évidemment, ils l'ont montré d'ailleurs dans le passé, ils peuvent mettre à genoux un pays en 48 heures. D'où la nécessité absolue, vitale, de récupérer sa souveraineté monétaire et bancaire le plus vite possible quand on a une politique nationale. Si tu me permets juste une observation, parce que les gens vont dire oui, d'accord, ils ont étouffé la Grèce. Ils l'ont fait sur l'Italie, qui, je le rappelle, est la 3e économie de la zone et la 2e industrie de la zone. Donc ils l'ont fait. Mais sur même un pays juste avant le départ, à nous. moi j'étais allé à Rome juste avant le départ de Salvini voir un sénateur et un député de la Ligue italien qui eux étaient italexiteurs et qui c'est au moment où ils réfléchissaient à créer les mini-boats. Et ils nous avaient montré des projets de mini-boats avec des figures italiennes, etc. Donc une sorte de chemin pour le rétablissement de la lire. Et ils m'avaient expliqué que ils en étaient arrivés à la conclusion, eux personnellement, ils dirigeaient tous les deux la commission des finances à l'Assemblée nationale et au Sénat respectivement, c'était la condition nécessaire pour continuer à appliquer leur programme. Et ils espéraient à ce moment-là convaincre Salvini, leur chef, d'adopter cette ligne-là. Ils n'ont pas réussi. Et on a vu où ça menait. Ça menait à ce que Salvini soit obligé finalement de partir et entre-temps, son parti est passé de 39% d'intention de vote à aujourd'hui 17%. Donc plus qu'une division par deux. Il n'y a pas, et ça je pense qu'il faut qu'on arrive, nous, souverainistes, sans faire d'honneur de leçons, parce que ça les gens détestent ça, à faire comprendre au camp national en général qu'il n'y a pas de discours et de solutions même viables possibles pour arriver au pouvoir sans assumer. Moi je crois de plus en plus qu'on va devoir mener ce combat-là, et c'est pour ça que ce que fait Génération Frexit, qui pose une question simple en disant est-ce que vous êtes d'accord pour vous engager sur un référendum ? C'est ça, hein, je ne traîne pas. Parce que ça permet de fédérer beaucoup de monde, au moins un référendum, vous laissez le choix. Je pense que c'est déjà une bonne solution. Ça permet déjà d'avoir un point en commun ensemble. Ce qui nous a permis d'ailleurs de faire cette alliance législative, l'Union pour la France, entre Debout la France, les Patriotes et Génération Frexit, même si les trois mouvements n'ont pas tout à fait les mêmes orientations politiques. Et même si l'un des trois d'ailleurs, Debout la France, n'est pas pour le Frexit. Mais il est quand même dans l'alliance parce qu'il est d'accord pour un référendum par contre, sur ce Frexit.
je voudrais partir sur un autre point quand même lié, et puis entre l'actualité, c'est la NUP, la nouvelle Union populaire écologique et sociale. Moi, j'ai fait l'analyse positive. J'ai plein de choses à leur reprocher, mais l'analyse positive, que c'était un peu le nom de gauche qui avait dévoré le oui de gauche. Je parle de 2005. Hein. Est-ce que, au moins, ce qui d'ailleurs exaspère beaucoup de journalistes, et François Hollande, et Cazeneuve, etc., qui disent ne plus reconnaître leur parti socialiste et les Verts, ce qu'on peut comprendre, c'était des partis du oui en 2005, est-ce que, au moins, ça, c'est pas une chose positive? C'est-à-dire, finalement, une espèce de... Ou est-ce que je suis trop optimiste? Une espèce de captation sur la gauche du non. Alors, je ne sais pas si tu es trop... Je parle du non à la Constitution européenne en 2005 pour les plus jeunes. Hein. Je ne sais pas si tu es trop optimiste. Je remarque une chose. Alors, il y a des gens qui sont des européistes et qui mettent des conditions à tout au sein de la NUP déjà. Mais le thème de la conflictualité vis-à-vis de l'Union européenne, et ça c'est très drôle, parce que même le NPA a dû le lever, et pourtant le NPA sur cette question centrale a toujours fait carpette. Or, c'est-à-dire, notre programme, nous le savons, est inapplicable dans le cadre de l'Europe. Les socialistes ralliés qui, en fait, essayent avant tout de sauver les meubles, hein, parce que vu ce qui reste du Parti socialiste, ils ne peuvent pas exiger grand-chose. La partie woke des Verts, elle aussi, elle ne peut pas exiger grand-chose, surtout que les Verts vont connaître quand même un grand coup derrière la tête, parce que je pense que M. Jadot lui prépare un avenir qui n'est pas tout à fait de faire une colocation avec Sandrine. Donc, il faudrait plutôt une colocation avec Emmanuel, je pense que ça s'est vu pendant la campagne. Or, là où tu as raison, c'est que maintenant la conflictualité vis-à-vis de l'UE, elle est dans la tête d'une large part des militants, des cadres et des élus de tous les partis devenus pseudopodes de la France Insoumise. Ils font une super pédagogie. Non, mais... Ils ont la mauvaise réponse, mais ils n'arrêtent pas de dire cette politique-là, cette politique-là, cette politique-là, on ne pourra pas la faire dans l'Union européenne, donc on va devoir désobéir, ce qui ça ne marchera pas. Mais au moins ils disent. Mais la première partie est très intéressante. Non, mais au moins ils le disent. Et je le dis, il faut bien que quelqu'un arrête. Parce que le problème de Macron, et ça on le sait tous, quand il va se rendre compte que personne n'en veut de franco-allemand, dans la grande Europe, qui va dicter aux quatre coins du monde, non, c'est fini, la plupart des peuples européens n'y croient plus personne n'y croit, et de toute façon, il y a un épuisement civilisationnel européen, qu'on le veuille ou pas. Or, Macron, à chaque fois qu'il est face à cette réalité, dit « Oui, mais attendez, c'est la France qui va banquer. Alors, je vais vous donner ça, je vais vous donner ça, je vais vous donner ça, pour que vous suiviez encore un peu le rêve. » Vous voulez quoi? Les restes de l'armée française, je vous les donne. L'arme nucléaire, je vous la donne, je vous donne tout, à une condition, continuez à y croire. C'est le coup du plan de relance, tu vois. Or, je préfère que la France insoumise et ses alliés aient suffisamment pour, peut-être pas bloquer les institutions, mais pour mettre suffisamment de peau de banane à la Macronie, parce qu'il y a une chose que je sais, c'est que le Rassemblement national ne le fera pas. Ça, c'est sûr. Quel que soit le nombre de députés et de Marine Le Pen. Elle ne le fera pas. Moi, je suis moins quelque part positif que vous. Alors oui, il y a un aspect pédagogique sur l'idée de blocage de l'Union européenne. Oui, alors attention, je ne dis pas que la NUP c'est l'idéal. Moi non plus. Je ne parle pas des points qui fâchent. J'ai juste parlé de ce point pédagogique à prendre. Moi, je prends tout ce qui est bon à prendre pour notre cause à nous qui n'est pas la leur. Vous avez vu que dans l'accord avec Europe Écologie Les Verts, il a été explicitement exclu toute sortie de l'Union européenne. Donc, oui, bien sûr. Ils se mettent déjà quelque part... ils se nouent les mains. Ils se précisent avant l'heure déjà. Mais c'est ce qui tuera Mais c'est ce qui tuera l'union de la gauche, comme à chaque fois, comme après 83. Mais le seul risque, alors je suis d'accord avec vous sur l'aspect pédagogique et autres, le seul risque que je vois là-dedans, et finalement ça va rejoindre le sujet qu'on a évoqué avant et l'aspect stratégie et tactique, c'est quelque part, ils réussissent à gauche ce que voulait faire Zemmour à droite. Et moi j'ai peur que ces grands pôles, bloc de gauche, bloc de droite, finalement, stérilise toute une partie de l'électorat et tirailler en plus entre des pro-Union européenne, anti-Union européenne, qui amènent un consensus mou qui, s'ils arrivent au pouvoir, ne donnerait rien. J'ai peur qu'ils stérilisent ça, alors que la vraie solution, et finalement c'est ce qu'on porte au niveau de l'Alliance, moi je ne crois pas du tout à cette idée d'union des droites ou d'union des gauches. On l'a bien vu, Zemmour qui croyait à sa bourgeoisie patriote. T'as peur que le débat souverainiste européen soit dissous dans un débat droite-gauche. Dans un débat droite-gauche, et exactement. Et d'ailleurs, même si on peut... la chimère de l'union des droites de Zemmour, sa bourgeoisie patriote, dès le premier tour, elle allait voter Emmanuel Macron. Et donc je pense que la seule solution viable, c'est un bloc populaire, bloc patriotique, populaire, et qui soit hors de ce clivage gauche-droite.
Et ça, on le sait sociologiquement, on le sait au niveau de l'électorat du référendum de 2005, on le sait même au niveau des enquêtes d'opinion. C'est-à-dire que si les appareils, que ce soit Rassemblement National, Reconquête ou même France Insoumise, ne sont pas en faveur du Frexit, ce sont ces électorats-là qui sont le plus en faveur du Frexit, et ils sont de manière écrasante en faveur d'un référendum sur l'appartenance à l'Union européenne. Et donc j'ai peur finalement que cet électorat-là, qui est l'électorat naturel d'opposition à Emmanuel Macron, soit éparpillé et que cette NUP contribue à éparpiller, à stériliser une partie électorale, exactement comme le fait le Rassemblement National, voire Zemmour de l'autre côté. Et ça, c'est un petit peu ma crainte. Cela dit, il y a cet aspect positif, pédagogique d'un point de vue européen, et il faut qu'on soit... Elle peut convertir un électeur de gauche européiste en électeur de gauche moins européiste. Sceptique, on va dire. Voilà. Mais c'est le grand risque que je vois là-dedans, c'est qu'on reparte sur un sketch gauche-droite et qu'on s'éloigne de l'aspect de la souveraineté, et il faut qu'on soit là pour rappeler justement toute l'importance de la souveraineté. Justement, d'où un aspect opératif très simple. C'est qu'en plus de développer notre projet et d'envoyer nos candidats, quand nous ne sommes pas représentés dans certaines circonscriptions ou au second tour si nous n'y sommes pas, de faire dans chaque parti, et ça demande un énorme travail d'information, de dire, voilà, dans tel circo, le plus français de la bande, c'est quand même lui. Donc, lui, vous pouvez voter pour lui, et le moins français de la bande, je vais donner un exemple, tu le dis, je ne me rappelle plus où M. Bones, il est dans les arrondissements de Paris, et ben au moins on sait qui faire perdre. Oui, mais je pense ça a été la stratégie, rappelle-toi, de Nigel Farage, c'est-à-dire, ou celle de Donald Trump. On élimine les rhinos, et Nigel Farage, c'était j'éliminerai, y compris en faisant élire des hommes du Labour, les européistes du camp conservateur. Oui, non, mais là on sait qu'on a Valls à éliminer, on a Véran, L'avantage, si tu veux, c'est que là, pour le coup, pour les plus évidents, c'est assez facile à faire. Qu'est-ce que vous pensez du fait que le RN ne mette pas de candidat face à Emmanuel Ménard, qui a voté le pass vaccinal, qui est devenu ultra-européiste, qui est très covidiste, qui est de plus en plus macroniste comme son mari, alors qu'ils mettent des candidats face à énormément de candidats authentiquement patriotes qu'on connaît, qui ne sont pas d'ailleurs forcément que chez nous, qui sont aussi parfois dans d'autres mouvements politiques. Moi, elle m'en met un, j'ai vu chez des gens, chez Zemmour qui me semble très patriote, sincère, elle en met chez d'autres personnes de l'Alliance Génération Frexit de Boula France, etc. Par contre, elle n'en met pas chez Emmanuel Ménard, vous en pensez quoi ? Je pense qu'on est dans la gestion boutiquière, disons, à intérêt court, typique du clan Le Pen, tout simplement. Il n'y a plus aucune cohérence intellectuelle depuis que tu es parti. Et d'ailleurs, il n'y en avait pas avant que tu viennes. Parce que le mec qui a donné une intelligence à ce parti-là, c'est toi. Ne visez pas à ce que tu dises ça. Mais je suis désolé, mais je le dis quand même. Tu pourras le cas échéant le couper, mais comme la cohérence est partie, ne reste que la tambouille. Or, a priori, Emmanuel Ménard fait partie de la tambouille pour des raisons que nous finirons par savoir. Et alors que je rappelle que la ville de Béziers... ça sent le marocain ministériel. Ça sent le marocain, mais alors que je rappelle que pour Béziers, au deuxième tour, c'est Macron qui est arrivé en tête dans la ville, et que si le destin de Robert Ménard dépendra de sa souplesse d'échine, ça tombe bien, il est très souple, le destin des idées nationales à Béziers, je pense, va être assez vite réglé. Tu vois, je ne vois pas, autrement que par de la tambouille interne, le but du front là-dessus, mais il n'y a plus rien. Et qu'ont-ils fait pendant 2 ans sur le Covid ? Rien. Qu'ont-ils fait réellement par rapport au mouvement des Gilets jaunes ? Rien. Et pourtant, la question, c'est à quoi sert le Rassemblement national responsabilité en faisant voter Marine Le Pen, je le rappelle quand même, parce qu'on préférait quand même ça à Macron. On a organisé une manif. Ça, c'est la cause. Oui, c'est la cause. Non, mais je veux dire, on ne confond pas les choses. Voilà. Tu vois, on prend nos responsabilités quand il faut les prendre. Tout à fait. Parce que les gens diront, non, attendez, non, on ne confond pas avec Macron. On a pris nos responsabilités, on est même les seuls à avoir organisé une manifestation anti-Macron. Totalement. Où on a appelé explicitement à voter Marine Le Pen. Dans l'entre-deux, personne d'autre ne l'a fait. Personne d'autre. Donc, on sait très bien ce qu'on fait, mais c'est vrai que là, c'est une décision incompréhensible.
Elle peut être compréhensible. Est-ce que LREM présente un candidat? Ça sera à voir. À mon avis, ça sera à voir. c'est ce que M. Ménard est en train d'essayer de négocier dans un coin. Vu les courbettes qu'il fait en mode Emmanuel Valls, ce serait quand même dommageable pour lui quand même s'il avait un candidat en face de sa part. Pour finir, parce que nous sommes déjà contraints de terminer, Charles-Henri, pour finir sur une touche positive et de prospective, qu'est-ce qu'il faudrait que notre camp souverainiste, on va dire, fasse dans le champ électoral et au-delà pour se rendre plus attractif, performant, rassembleur? Quelles sont les quelques idées que tu as? Alors, moi, je pense déjà qu'il faut aller sur le programme, sur le fond. Il faut expliquer toutes les vertus de la reprise de contrôle. Finalement, le Frexit n'étant que la conséquence, le moyen, on n'est pas là pour avoir un mantra, un totem, et dire Frexit. Donc il faut vraiment aller sur cet aspect-là, et ça c'est un aspect pédagogique, c'est à horizon, on l'a dit, 4-5 ans, c'est un travail de fond. Vous présentez un projet, quoi, enthousiasmant. Un enthousiasmant et sur tous les sujets, pas justement faire du monothématique. Très concret aussi. La grande erreur d'Éric Zemmour, par exemple, lors de la dernière présidentielle. Et à très court terme, évidemment, je m'adresse à ceux qui nous regardent, il est fondamental pour les élections législatives de donner de la puissance à ce camp-là, que je disais populaire, patriote, parce qu'il faut donner des moyens à ce camp-là, il faut donner de la visibilité à ce camp-là. Toi, tu es candidat dans la Nièvre, c'est ça? Exactement, la première circonscription de la Nièvre. Okay. Je pense qu'il faut voter massivement pour tous les candidats, justement, de la liste Union pour la France, et il faut, parce que ça n'a jamais été fait dans l'histoire récente, que les souverainistes arrivent unis lors de l'élection, qui est l'élection en reine des souverainistes, savoir les élections européennes. Ah oui, en 2024. Ça n'a jamais été le cas. Je rappelle quand même que si quelqu'un comme Nigel Farage n'a jamais gagné les élections générales, il a fait des scores très importants. Il a été premier 2 fois avec UKIP, avec le Brexit Party. Lors des élections européennes, il n'est pas normal en fait que les souverainistes fassent des scores aussi faibles dans les élections européennes. Donc je pense que ce qu'on a commencé à construire, c'est la première pierre, et espérons qu'il y en a d'autres qui se greffent à cela, pour arriver pour la première fois unis aux élections européennes, parce que c'est le meilleur porte-voix quelque part au sein de la bête pour la détruire, et je pense qu'au niveau pédagogique, c'est fondamental. Hors champ électoral, très rapidement. Hors champ électoral, parce que je suis entièrement d'accord, et particulièrement pour l'optique des européennes, je pense que nous avons quelque chose d'autre que nous devons avoir en tête. Nous avons, et en partie d'ailleurs grâce à l'abnégation des camarades des Patriotes particulièrement, nous avons réussi à faire quelque chose que le mouvement souverainiste et que le mouvement national dans son entier n'est jamais arrivé à faire. Nous avons repris l'activisme sans aller dans l'extrémisme, ce qui était les problèmes de l'activisme de la droite historique. Nous sommes arrivés à avoir un mouvement social, entre autres sur les libertés publiques, qui a été gigantesque, que l'extrême gauche du capital, comme disent certains de mes amis, n'est pas arrivé à flinguer, comme ils ont flingué les Gilets jaunes, ils ont été d'ailleurs en partie téléguidés pour ça, et nos camarades, parce c'est eux qui se sont, comme disait Jean Co, je m'interpose entre ma mère, la France, et ceux qui veulent la tuer. Nos camarades sont fatigués, là, et en plus ils vont avoir les législatives. Je pense que nous avons une autre tâche pour préparer entre autres les européennes. Nous devons prendre soin des nôtres. Nous devons avoir des appareils permanents entre nos différentes organisations à l'échelle locale, parce que finalement nos bases ne demandent que ça, et qui peuvent faire autre chose que de la politique, mais qui doivent être présentes pour que nous ne soyons pas des gens qui poussent comme des champignons après la pluie à chaque élection et qui disparaissons juste après. Et ça, je pense que c'est un grand projet parce que c'est mobilisateur pour nos militants. Nos militants sont fatigués parce que c'est eux qui se battent à longueur de temps, et c'est eux qui se sont battus pendant 2 ans pour sauver l'honneur de ce pays. Il faut quand même s'en rendre compte, et ils se sont battus bien seuls. Parce qu'il faut bien voir que toute la droite, dès que ça a été courageux, dès que le courage a été demandé, toute la droite, un tout petit peu moins la gauche, mais à peine, se sont tirés par la porte de service, alors que je pense qu'il faut prendre soin des nôtres, les aider à habiter les territoires pour que nous soyons une force identifiée, alors que pérenne et permanente. Les Français n'ont pas peur de nous. Les Français, d'ailleurs, pour nous sommes un objet qui ne les rebute pas, ils ne nous connaissent pas, et comme nous n'imposons pas notre présence, le seul moyen qu'ils ont de nous connaître, c'est par le truchement de médias qui nous sont hostiles. Eh bien écoutez, merci beaucoup Charles-Henri, Pierre-Yves, merci infiniment, merci à vous tous, j'espère que ça vous a plu, vous me direz ce que vous en avez pensé en commentaire,
et à très bientôt.